Place au parti pris route. Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Mais c'est vous qui commencez route avec les pleurs et l'effroi, les larmes et l'effroi après cette affaire à Rennes où on apprend que cet enfant, retrouvé mort, étranglé par une serviette de bain, l'a été, selon toute vraisemblance, par 2 adolescents, très jeunes eux aussi, à peine plus vieux, pour une affaire de matériel de pêche à quelques dizaines d'euros. Les larmes et l'effroi. Est-ce que, au-delà de... C'est difficile de parler de faits divers quand on parle d'une affaire comme celle-là. Il y a des leçons à en tirer d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 cas d'extrême violence de mineurs qui viennent nous bouleverser. Et ce n'est hélas pas la première fois, mais c'est de nouveau un choc. La sidération devant l'extrême gravité des actes et le caractère dérisoire des motivations. Alors c'est ce dont vous parlez, David. C'est ce jeune Théo, il avait 11 ans. Et son corps sans vie a été retrouvé près des rives de la Vilaine, à Rennes, avec une serviette mouillée nouée autour du cou. Et 2 adolescents ont été interpellés, une jeune fille de 15 ans et un jeune homme de 16 ans. Ils participaient ensemble à une partie de pêche et ils auraient voulu voler ou récupérer des articles de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros. Écoutez le procureur. Ils affirment s'en être pris à Théo pour se venger et pour récupérer des leurres de pêche d'une valeur de quelques dizaines d'euros que Théo leur aurait pris. Ils ont pris la fuite en emportant le matériel de pêche et les affaires de Théo, qui ont été retrouvées à leur domicile respectif au cours des perquisitions. Voilà, les 2 mis en cause sont scolarisés dans le même établissement et ne sont pas connus des services de police. Il y a eu un autre drame qui fend le cœur et qui perturbe aussi les adultes que nous sommes. Un adolescent a reconnu avoir porté un coup de poignard mortel à un jeune du même âge dans un camping de Seine-et-Marne. Le motif, écoutez bien, une altercation téléphonique causée par le refus d'une amie du défunt d'accepter le suspect comme contact sur TikTok. Je répète, c'est une amie qui a refusé de prendre le suspect comme contact sur TikTok, et celui-ci s'est emballé et il est allé poignarder l'ami de cette jeune femme. Alors évidemment, c'est extrêmement bouleversant, perturbant. Lui, ce suspect était déjà connu de la justice des mineurs. Bon, il assure avoir agi sous le coup de l'énervement sans avoir voulu tuer. Ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, on parle de violence des mineurs, mais il faudrait rétablir 2-3 choses. D'abord, contrairement à ce qu'on croit, les actes de délinquance des mineurs n'ont pas augmenté. Délinquance. Oui. Au contraire, ils ont baissé. 232 000 mineurs sont mis en cause en 2025, c'est moins 15% en 10 ans. En revanche, les atteintes aux personnes commises par des mineurs ont augmenté sur 10 ans. Les nombres d'infractions sexuelles ont bondi de 132%, les violences intrafamiliales ont doublé, et 124% de plus de mises en cause pour tentative d'homicide. Là, vous venez de voir, bon, voilà, ça ce sont les atteintes, c'est-à-dire, entre guillemets, les responsables. Mais on a vu aussi, et c'est très important, parce que ce sont des mineurs qui sont aussi victimes d'autres mineurs, ce sont des jeunes qui sont aussi les premières victimes, et c'est une hausse de 178% de mineurs victimes de tentatives de meurtre en 10 ans. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas le narcotrafic qui est en première ligne ? Oui, il y a du narcotrafic, bien sûr, c'est un sujet global, mais ce sont les chiffres dont on dispose qui, effectivement, incluent un certain nombre de données, mais notamment sur les homicides, c'est très précis. Alors, on peut écouter Gérard Mauger, le chercheur au CNRS, qui est spécialiste de la délinquance juvénile, et qui observe un renouvellement des formes de violence. Il dit les rixes à main nue d'antan, au cours desquels les jeunes gens se mesuraient leur capacité à se confronter à autrui, ont laissé place à un usage plus fréquent des armes, et notamment des armes blanches. Avant, en quelque sorte, on se mettait un poing sur la figure, et maintenant on sort un couteau. Et ça va beaucoup trop loin, et ça finit très très mal. Un mot, un regard, et on sort un couteau, ou on imite la strangulation vue sur les réseaux sociaux. Donc il y a bien une sorte de seuil de déclenchement d'une très grande violence qui a été abaissé ? Oui, et écoutez Abdoulaye Kanté, qui est un policier très reconnu, très empathique des jeunes, et qui en parle très bien.
Sur les plateformes, il y a une forme de libéralisation de la violence qui se fait. Et vous savez, les jeunes entre 10, 11, 12, 13 ans, ce sont des éponges. Donc, ils emmagasinent un certain nombre d'informations qui sont assez malsaines. Banalisation de l'acte en lui-même. C'est que l'acte, en fait, qui est censé être gravissime, n'est pas pris en compte par ces jeunes parce que, si vous voulez, ils ont déjà vu ce genre de mode opératoire. C'est une forme de virtualisation de l'acte. C'est presque pas concret. C'est presque pas réel. Alors ça, on pense aux jeux vidéo, on pense aux réseaux sociaux, on pense exactement. Est-ce qu'on a raison ? Et ce que observe la psychologue clinicienne Nicole Fiorentini, c'est qu'elle dit, c'est pas la violence qui est nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'absence de régulation adulte dans les espaces où elle se prépare et où elle se met en scène. C'est-à-dire les réseaux sociaux notamment, ou d'autres lieux où il n'y a plus d'adultes pour réguler. C'est-à-dire que dans une cour de récréation ou dans un espace autour d'un lycée, on voit qu'il se prépare quelque chose, mais il y a un adulte qui intervenait avant. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Sur un réseau social, il y a une meute qui commence à harceler et ça finit mal, mais il n'y a pas de régulation, etc., etc. Et donc, la première chose à laquelle il faut réfléchir, c'est évidemment le retour de l'autorité, et de la régulation par l'adulte. Alors, il y a eu, je veux parler des réseaux sociaux, la proposition de l'interdiction avant 15 ans, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. On reste encore elle n'est pas adoptée au Sénat, c'est encore en cours avec des questions sur la faisabilité. Il y a eu aussi les propositions de Gabriel Attal sur le texte mettant fin à l'atténuation des peines pour les moins de 16 ans, puisque c'est l'excuse de minorité qui domine une mesure qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel au nom du principe d'adaptation de la réponse pénale à l'âge des prévenus. Il y a eu une autre mesure qui a été proposée, qui était la procédure de comparution immédiate pour les jeunes récidivistes à partir de 16 ans et sur une procédure unique, donc comme tout le monde, et pas sur une justice des mineurs. Ça aussi, ça a été retoqué. Parce que ceux qui dominent et ceux qui continuent de présider à la justice des mineurs, c'est cette ordonnance de 45 qui veut défendre la primauté du préventif sur le répressif. Alors, la question, c'est la restauration de l'autorité à l'école, à la maison, la responsabilité des parents quand même. Depuis 2023, il y a une possibilité de condamner les parents à des peines d'intérêt général pour leur rappeler à leur rôle éducatif. Est-ce que c'est utilisé ? Est-ce que c'est souvent fait ? Est-ce qu'il y a la conscience de cette responsabilité dans certains cas ? Très encadré, c'est très encadré. Exactement. Heureusement d'ailleurs, mais... Exactement. Et effectivement, je voulais juste finir sur le fait que il y a des pays étrangers dans lesquels il y a des résultats. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des interventions en amont, de médiation, de justice réparatrice et qui impliquent la communauté, les familles, le quartier, les victimes. Et toutes ces démarches, c'est en Écosse, au Canada, en Finlande, en Nouvelle-Zélande, elles interviennent, mais en amont, là où il faudrait une régulation. J'ai 15 milliards de choses à dire, mais j'aurai jamais le temps. Et non, juste les apaches de Belleville, quand vous lisez la littérature du XVIIe, du XVIIIe siècle, dans les pensionnats, les gamins qui se tapent dessus, moi, c'est vraiment quelque chose qui me dérange que ce soit le réseau social. Alors, les jeux vidéo, c'est faux. Il y a assez d'études pour le montrer. Ça peut même canaliser la violence. Mais je trouve que c'est trop facile, cette histoire de réseaux sociaux qui provoque ça. Les apaches de Belleville au 19e siècle, vous n'aviez pas de réseaux sociaux et ils avaient énormément de couteaux. Ils se battaient au couteau. Bah oui, mais cet effet de bande chez les adolescents. Mais là, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme ? Il a appelé une amie pour qu'ils commettent le crime ensemble. Et effectivement, moi je trouve qu'Abdoulaye Kanté a raison, il y a un effet mimétisme qui a toujours joué depuis depuis l'humanité. Et je pense que ça va j'allais conseiller... Parce qu'on peut dire que depuis le 19e siècle, le monde, l'Europe se sont civilisés très très grande partie. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé dans une cour d'école ? Moi je me souviens quand on me tabassait, quand on se mettait à 10 pour me tabasser, quand je venais de débarquer d'Iran dans la cour de l'école, tout le monde était censé être ultra civilisé. Et on me tabassait quand même, et je tapais en retour. Et je conseille à personne de le faire. Je suis en train de faire. Oui, mais enfin, non, mais on me tabassait quand même. Donc la civilisation, on attendra quand même. C'est humain. C'est globalement, en amont. Globalement. C'est en amont. Et à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et on se faisait quand même harceler. Mais effectivement, mais à la maison, on y pensait encore. Il y avait encore les coups de téléphone, on raccrochait. Vous voyez, ce genre de choses. Maintenant, c'est effectivement en continu encore plus difficile, mais ça existe. Pascal, votre parti pris économique, sujet passionnant et qui divise parce que c'est de la philosophie économique.
Sauf que là, on parle du plafonnement des loyers face à l'inflation du coût du logement. Sauf que là, c'est une expérimentation, on juge l'expérimentation et vous dites, ça a échoué. Oui, ça ne marche pas, mais c'était prévisible. C'est une espèce de loi d'airain de l'économie parce que tout rationnement des prix, c'est vérifié dans tous les cas, se traduit par un rationnement de l'offre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le cadre du plafonnement des loyers, notamment à Paris. C'était des expérimentations. Alors, c'est des expérimentations. Il y en a qui maintiennent ce plafonnement des loyers pour des raisons très politiques, très idéologiques. Enfin, vous me demandez d'examiner l'efficacité économique, l'efficience. Il n'y en a pas, en réalité. À Paris, prenons le cas de Paris, mais ce cas, on peut le retrouver à Toulouse, enfin, dans tous les centres urbains qui sont des zones tendues, là où il y a un déficit de logement et des loyers qui sont élevés. À Paris, donc, les loyers sont plafonnés depuis le 1er juillet 2019. Le plafonnement, je le rappelle, il interdit aux propriétaires d'augmenter le loyer comme ils le souhaiteraient. Il y a une limite qui est imposée par la réglementation. Et évidemment, c'est très décourageant, c'est dissuasif pour un certain nombre d'offreurs, donc de propriétaires de logements, qui peuvent avoir eux aussi leurs propres contraintes. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté éventuellement pour faire un investissement, ils le mettent à disposition. Et si l'investissement n'est pas gagnant, s'il n'y a pas un peu de rentabilité à l'investissement, finalement, ils se retiennent d'investir, ils désinvestissent. Et même dans le cas du logement, ils préfèrent le laisser vide. C'est exactement ce qui se produit. Alors, parfois, ils sont poursuivis par une taxe sur les loyers vacants, sur les logements vacants, pardon, pas les loyers. Mais malgré tout, c'est un phénomène qui existe. À Paris, par exemple, le rythme de progression des loyers a été inférieur à l'indice de révision des loyers, à l'augmentation. Vous savez qu'il y a un indice, on l'indexe sur l'inflation notamment. À Paris, c'est moins. C'était un début de recherché. Alors, c'est un début de recherché. Et on a une étude, puisque l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, estime qu'entre juillet 2019 et juin 2024, le gain pour le locataire, parce qu'il y a quand même un effet positif, il a été de 5,2%. C'est-à-dire 5,2% gagné par rapport à ce qu'aurait été la hausse des loyers sans ce phénomène de plafonnement. Estimation moyenne de l'économie, c'est 64 € par mois. Alors c'est une estimation moyenne, donc ça fait 768 € par an qui ont été rendus en raison de la politique de plafonnement aux locataires. Maintenant, on regarde le choc de l'offre, l'effet sur l'offre. Et là, en effet, il y a un choc négatif, puisque selon le site Bien Ici, alors qui est un site qui met à disposition notamment des logements en location, sur une période de 3 ans, tenez-vous bien, l'offre locative a baissé de 50%. Donc, en effet, il y a un gain. Et on peut incriminer, entre guillemets, la politique de plafonnement. Alors, c'est mécanique, si vous voulez. Il y a un lien qui est mécanique. Il y a un deuxième élément qui est très intéressant. C'est ce qu'on appelle le taux de rotation. C'est-à-dire, j'ai un logement, j'aimerais changer pour prendre plus grand. Finalement, je ne prends pas plus grand parce qu'il n'y a pas de logement. Il n'y a pas d'offre. La quantité d'offres sur le marché est insuffisante. Le taux de rotation, selon le Crédit Agricole Immobilier, il est passé de 25% à 18%. Donc ça signifie qu'en réalité, les gens restent, qu'il y a une espèce de paralysie, si vous voulez, du marché de la location. Alors, l'encadrement des loyers, comme toutes les politiques de contrôle des prix, elle pénalise l'offreur. L'objectif, néanmoins, je tiens à le dire, l'objectif de lutte contre les loyers trop élevés est un objectif souhaitable, il est parfaitement juste. Le taux d'effort immobilier des Français est beaucoup trop élevé. C'est de l'ordre de 30% en moyenne de leurs revenus. Vous imaginez le pouvoir d'achat qu'on pourrait rendre aux Français si on abaissait le coût du loyer ou de l'achat. Là, on est dans le cas du loyer. En tout cas, c'est toujours du logement. Mais le plafonnement, de mon point de vue, n'est pas tout à fait la solution pour rééquilibrer le marché. L'équilibre du marché, il se fait par le prix. Le rapport offre-demande, il se fait exactement par le prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de biens sur le marché, les prix augmentent. C'est-à-dire que l'offreur en profite, il y a une situation d'opportunité. Donc, la bonne solution, ce serait quoi ? Ce serait d'augmenter massivement la quantité de logements. Pour cela, il faudrait, et là, ce sont des solutions de long terme, mais il faut le faire. C'est-à-dire que si on fait le plafonnement des loyers sans mener ces politiques de long terme, en réalité, on repousse le tas de sable un peu plus loin. Il faut construire, simplifier les procédures, il faut alléger les contraintes en matière de construction, et il faudrait pouvoir préempter le foncier disponible. Pour conclure, vous savez, dans les années 70, un économiste suédois qui s'appelle toujours d'ailleurs Asaf Lindbeck, avait trouvé cette très jolie formule, une formule choc,
Dans de nombreux cas, disait-il, le contrôle des loyers semble être la technique la plus efficace actuellement connue pour détruire une ville, à l'exception des bombardements. Oula. Ok. Abnouz, votre parti pris international, c'est votre semaine technologique. Oui, hein. faut Vous nous croire. racontez la fable des anciens, Ouais. ceux qui souvent sont dans les EHPAD, et des robots. Mais oui, c'est un papier traduit dans le Courrier international, paru sur WeChat. C'est Weixin en chinois. Alors c'est un truc de conversation, mais c'est aussi, il y a aussi des papiers dessus. Bref. Alors je vous présente Petit Bonheur, Xiao. En chinois, eh bien, c'est un robot tout blanc, tout lisse, qui est capable de prendre votre température, de vous rappeler à quelle heure vous devez prendre vos médicaments, et capable de vous soutenir quand vous marchez ou de vous faire faire des exercices. Il y en a différents modèles, vous allez les voir passer. Il s'en est vendu 100 000 en Chine et ils sont achetés, et ça continue à se vendre, par des enfants, des seniors qui n'ont plus ni le temps, ni l'envie, ni la culture de s'occuper de leurs vieux. Alors la Chine, c'est 130 millions de seniors qui vivent seuls, un déficit de 3 millions de soignants et 17 millions de sexagénaires supplémentaires chaque année. Et évidemment, je ne vais pas vous rappeler la tension démographique, mais là je parle de la Chine, mais ça concerne le monde entier. Regardez bien Xiao, c'est notre avenir à tous. C'est évident, cela nous concerne absolument tous. Alors c'est une nouvelle technologie pour ne pas regarder la réalité en face. Et la réalité en face, c'est les choix que nous avons faits. Nous avons choisi de faire moins d'enfants, nous avons choisi des individus ou des sociétés où l'individu est roi, où la cellule familiale s'est atomisée et où il est quasi anormal de continuer de vivre en famille. Et un peu, moi, quand je regarde là, Xiao, je regardais les images et je me disais, c'est un peu la facture qui arrive. C'est qu'on s'est pas rendu compte, et ben si, là le voilà. Dans l'article, l'auteur parle de dilution de responsabilité, et c'est intéressant parce que effectivement les enfants qui offrent Xiao à leurs parents, ils se déculpabilisent et ils se sentent inévitablement moins responsables, ce qui est tout à fait logique en psychologie. C'est-à-dire quel besoin d'appeler papa alors qu'on sait qu'il y a un robot qui va s'enclencher. Parle à ton robot. Non mais surtout qui va s'enclencher si vous tombez. Quel besoin d'appeler maman pour lui demander comment va sa tension, étant donné que sa tension est prise tous les jours par le robot et tout. Et quel besoin finalement. Je passe la semaine prochaine, le week-end prochain, et vous passez plus du tout. Et l'isolement s'approfondit. Une étude, il y a quelques mois à peine, nous apprend que l'isolement social tue autant que fumer 15 cigarettes par jour. C'est énorme. La solitude est une pathologie et aucun robot ne peut la soigner parce que la différence c'est ça. C'est que ce robot peut prévenir le secours si vous tombez, vous dire quand prendre vos médicaments, tout ça est réel. Mais, même vos enfants quand ils arrivent et qui vous en veulent d'avoir été trop autoritaires ou pas assez, dire « Oh, tu me l'as déjà raconté, celle-là, tu radotes », ou de vous engueuler parce que vous avez pris un verre de rouge de trop ou que vous aimez définitivement trop le chocolat et que c'est pas bon pour votre diabète. Ces interactions-là sont indispensables à l'humanité. Et pour l'instant, ces robots, effectivement, quand vous voyez ça, c'est impressionnant, ces robots ne peuvent pas avoir cet apport humain de les titiller, le sentiment, le passé, etc. Donc on en revient. Hier, mais oui, on parlait de... Mais non, on ne revient pas, ça va être ça pour tout le monde, parce qu'on ne va pas réagir. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas changé notre rapport... en plus, j'en ai marre de dire personnes âgées, seniors, aux vieux. C'est que la question, c'est que... Je vais arrêter de dire qu'est-ce qu'on va faire de nos vieux. C'est que faut parler aux gens... Maintenant, de leur en tant qu'individualiste, est-ce que tu as envie de ça quand tu seras vieux? Je crois que c'est la seule manière de faire réagir les gens. Et hier, effectivement, on parlait d'intelligence artificielle et François Langlais citait les seniors, les super rois de la tech dans la Silicon Valley qui veulent lutter contre la mort. Et j'ai oublié de vous dire qu'effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, on avait fait plus de progrès en médecine ces 3-4 dernières années que les 50 dernières années. Diagnostic précoce, molécules nouvelles. Donc, la question, elle est simple, je vais vous la poser comme ça. Nous allons vivre de plus en plus longtemps, il n'y a aucun doute. Et voilà l'équation que je pose sur la table et qui est brutale. Soit on vit jusqu'à 125 ans en bonne santé et on s'éteint un matin, en fait, comme un moteur qui redémarre plus. Pouf, c'est fini. Et vous avez été en forme et jusqu'au bout, et bien à un moment, le moteur, il marche plus. Et ça, c'est le rêve transhumaniste. Soit on vit très vieux avec de longues années de dépendance, de vulnérabilité, de besoin d'autrui. Et là, la question, elle est plus technologique, effectivement, et civilisationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, essayer de sensibiliser aux vieux, ça sert à rien. Il faut plutôt dire aux gens de quoi tu as envie quand toi tu seras vieux. Je pense que la plupart des gens vont dire ça a l'air pas mal quand même le transhumanisme. Je pense que dans 50 ans, on vous offrira pas un robot. J'espère pas. J'espère pas. Non, ça me rendra très triste. Dans ce cas-là, j'opte pour vivre jusqu'à 125 ans, jusqu'à ce que le moteur s'éteigne. Pouf. Merci à vous trois pour ces partis pris et merci à vous de nous avoir suivis.